Monsieur le Président de la République, du 25 au 28 septembre, vous avez effectué cette visite d'État dans votre région natale, le Nzi, et vous avez institué une tradition en la matière, et qui est généralement le clou de cette visite d'État, c'est cette conférence de presse. Et donc, pendant toute cette visite d'État, vous avez été accompagné par 50 organes de presse, les 3 médias d'État, RTI, Fraternité Matin, AIP, 19 de la presse nationale écrite, 12 de la presse internationale, 6 de la presse nationale en ligne et 10 correspondants locaux. Donc, Monsieur le Président de la République, ce sont ces différentes femmes et différents hommes des médias qui ont répondu à votre appel relativement à la traditionnelle conférence de presse. Nous avons entamé une visite d'État dans la région du Nzi. Cette visite a commencé le 25 septembre par le Conseil des ministres, où des décisions importantes ont été annoncées, notamment la mise en place, la désignation des propositions faites pour la commission électorale indépendante et bien sûr des questions touchant à la vie quotidienne des Ivoiriens. Alors le jeudi 26 septembre, je me suis rendu à Kwasi-Kwasi-Kro et là j'ai procédé à la mise sous tension donc à l'Egwen-Kwadjoukro, par la mise sous tension avec le chef de village et également les membres de ma délégation. Et j'ai eu une rencontre avec les populations à Kwasi-Kwasi-Kro qui a été une très belle rencontre. Beaucoup de personnes, beaucoup de participants, une bonne mobilisation et également beaucoup d'enthousiasme. Le vendredi 27 septembre, je me suis rendu à Bokanda et là, j'ai procédé à une mise sous tension du quartier de Bledi, l'extension, et l'inauguration également du commissariat de Bokanda, et bien sûr des rencontres avec les populations. Et là également, c'était beaucoup de monde, grande mobilisation et beaucoup d'enthousiasme. Donc j'étais très heureux de voir les populations sortir donc pour me souhaiter donc la bienvenue. Et ensuite, aujourd'hui, c'était l'étape de Dimokro. Vous avez été témoin. Nous avons été d'abord au carré des Martyrs et ensuite la mise sous tension du quartier Kofi Akan et ensuite la rencontre avec les populations au stade Koné Samba Ambroise qui a été vraiment extraordinaire. Une très 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 forte mobilisation des populations venues de partout, aussi bien de Bokanda, de Kwasi-Kwasi-Kro, que donc des sous-préfectures et beaucoup d'enthousiasme. J'étais très heureux de voir tant de monde dans ma ville natale et je m'en réjouis. Et je considère que, en définitive, nous avons eu une excellente rencontre. Les choses se sont bien passées, aussi bien à Dimokro, à Bokanda, comme à Kwasi-Kwasi-Kro. Et là, nous repartons vraiment très heureux de ce que nous avons perçu. Alors évidemment, il y a eu un peu de retard dans la mise en œuvre de certains projets, du fait que c'est l'une des dernières régions que je visite à l'occasion des visites d'État. Vous savez déjà, j'ai déjà fait 28 régions, et donc cette région constitue la 29e, où j'ai été en visite d'État. Par conséquent, le dynamisme qui accompagne les visites d'État n'a pas été enclenché suffisamment tôt, mais mes parents de Dimokro ont bien compris que le meilleur est toujours pour la fin et que par responsabilité, je voulais donc faire les autres régions avant de venir chez moi. Et là, nous allons accélérer les choses. On avait au programme national de développement 2011-2015 et ensuite 2016-2020, un montant de 100 milliards environ d'investissements programmés. Nous en avons fait le quart, mais dans les 12 mois à venir, je suis confiant que nous ferons le reste, et notamment la route
donc Dimokro, Bokanda et certains gros investissements qui vont faire évoluer ce chiffre très rapidement, ainsi que le programme d'électrification donc, qui est très avancé et la mise à disposition d'eau potable pour les populations de la région du Zi. Alors, je signale que la première dame a eu donc sa traditionnelle cérémonie du FAFSI, du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et là, elle a fait des grandes annonces. D'abord, elle a fait des dons de 510 millions de francs CFA. Et le FAFSI, qui était de 500 millions de francs CFA, a été porté à 1 milliard de francs CFA. Donc, c'est une évolution considérable. Et j'ai vu que les femmes étaient particulièrement heureuses et enthousiastes. Et je sais que le taux de remboursement est très très bon dans cette région comme dans les autres. Nous sommes déjà, vous savez, avec 12 milliards de capital, nous sommes à 25 milliards de crédits et qui sont remboursés entre 95 et 98%. Donc ça veut dire que le FAFSI est en bonne voie et que nous continuerons d'aider les femmes. Il y a déjà 200 000 femmes qui ont profité de ces prêts, et ce qui veut dire que c'est plus d'1 million de personnes que nous avons pu de cette manière sortir de la précarité. Monsieur le Président de la République, au terme de votre visite d'État dans la région du Zi, quel est le message fort que vous lancez à tous les Ivoiriens à partir de Dimokro? Le message est clair, c'est un message de paix, de cohésion, mais également de développement et de confiance, que beaucoup a été fait au cours de ces 8 dernières années, et nous continuerons de faire encore plus, de manière accélérée pour les régions et les populations qui considèrent que le développement n'est pas encore arrivé chez elles. Mais nous sommes confiants que tout cela va se dérouler dans de bonnes conditions et avec le renforcement des investissements au niveau de la sécurité et surtout des renseignements et des appareils technologiques. Je suis rassuré que les Ivoiriens continueront de connaître la paix, la sérénité et la tranquillité. J'ai une question qui est relative à l'actualité politique nationale. Lorsque vous avez fait état de votre intention de modifier la Constitution, des thématiques du genre Ouattara veut tripatouiller la Constitution pour écarter des candidats ont été développées. 3 mois après cette annonce, quelles sont les dispositions qui seront visées, qui seront touchées par cette Constitution votée, je vous le rappelle, comme vous le savez, à plus de 90%? Vous savez, nous avons mis en place une structure qui a regardé comment nous pouvions passer à la Troisième République, ce qui a été fait en toute transparence. C'était donc en 2016 et comme vous l'avez dit, cette constitution a été votée à plus de 95%. Cette constitution, j'espère, va donc régir donc notre nation pour des décennies et des décennies. Alors, ceci étant, nous avons des institutions. Il y a plusieurs façons de modifier la Constitution. On peut, avec une majorité simple, aller au référendum ou avec une majorité des 2/3 du Congrès, c'est-à-dire de l'Assemblée nationale et du Sénat, ensemble, modifier la Constitution. Nous n'avons pas eu ce débat encore au niveau du gouvernement. Et il est évident que donc ce débat doit avoir lieu et que nous devons voir ensemble tous ce qu'il est important ou urgent de modifier. Je l'ai toujours dit, cette modification tiendra compte de l'évolution de notre pays. Nous avons un pays où 75% de la population a moins de 30 ans et ceci, on ne peut pas rester indifférent. Nous avons dans toutes les grandes nations des chefs d'État qui ont 40-45 ans, mais c'est un débat qui permettra d'arriver à des modifications. Donc il ne faut pas que les gens se focalisent sur le plancher d'âge ou le plafond d'âge. C'était des propositions que nous avions retenues tous ensemble à Marcoussis. Maintenant, si cela doit être examiné, cela passera par la voie normale d'un congrès. Mais ceci étant, ce n'est pas la chose la plus importante de mon point de vue.
nous avons créé toute une série de structures judiciaires et nous devons les rendre compatibles. Ceci me paraît essentiel. Et le comité qui m'a donc fait des propositions de rédaction de la Constitution m'a également fait des propositions écrites sur certaines dispositions. Donc voilà, il ne faut pas en faire tout un plat. Vous connaissez mon point de vue par rapport à l'avenir. Je suis pour le transfert du pouvoir à une nouvelle génération. Je le répète et je le dis, que quand même, nous autres qui avons bénéficié de bourses dans notre pays, qui avons un premier emploi dès notre sortie de l'université, ensuite qui avons eu des hauts postes pendant 30, 40, 50 ans, mais il est normal que nous puissions, ne serait-ce que par gratitude à l'endroit de la population, de faire en sorte qu'une nouvelle génération prenne le relais. Mais ceci étant, c'est un débat qui nous permettra d'arriver à cette décision. Alors, n'allez pas interpréter cela que je vais dire que je ne serai pas candidat. Donc, Toujours selon l'actualité, le président du PDCI RDA, dans Jeune Afrique, notre confrère de cette semaine, parlant du bilan du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le président du PDCI a dit que ses performances ne sont pas terribles, qu'il a conduit le pays vers une économie en berne, que la croissance ralentit, le chômage explose et que notre endettement n'a cessé d'augmenter. Quelle est votre réaction par rapport à ces propos? Oui, d'abord, je ne voudrais pas faire de commentaires sur les propos de mon aîné. D'ailleurs, je suis quand même à Dimokro, où il m'a accompagné l'année dernière au cimetière pour enterrer mon frère aîné. Je suis maintenant l'aîné de la famille Ouattara et je l'ai remercié pour cela. Je le considère comme un aîné. Il a été à l'école primaire à Bokanda avec notre frère aîné qui est décédé il y a plusieurs années, El Hadj Gawsu Ouattara, qui a été vice-président de l'Assemblée nationale avec lui. Donc, je n'ai pas de problème. Je vous renvoie tout simplement à voir les différents documents de la Banque mondiale, du Fonds monétaire, des Américains, de l'Union européenne, de l'Union africaine et de toutes les institutions qui jugent l'état de la Côte d'Ivoire. Et ceci me paraît suffisant comme réponse. Ma question concerne le transport ferroviaire ici dans le Nzi. Est-ce que vous avez des engagements pour relever ce transport qui se meurt? C'est une question importante. Vous savez que le transport ferroviaire est dans le cadre de la réhabilitation du réseau jusqu'à Ouagadougou et ensuite de l'extension du réseau au-delà pour aller donc à Tambao et même au Niger. Les discussions avaient été très fructueuses il y a quelque temps avec le groupe Bolloré qui en a la responsabilité, mais depuis lors il y a eu des incompréhensions dans la mise en œuvre de cette réhabilitation. Les informations qui nous ont été données indiquent que l'opérateur considère que le tonnage qui est prévu en provenant du Burkina ne serait pas suffisant et que ce problème doit être réglé avant de commencer la réhabilitation. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire et le Premier ministre du Burkina en ont longuement parlé à l'occasion du traité d'amitié en fin juillet à Ouagadougou. Pour nous, c'est une préoccupation, c'est une priorité et nous espérons que tout ça pourra être réglé dans les quelques mois qui viennent. Je suis d'accord que quand j'étais à Dimokro, évidemment, c'était une ville vraiment totalement importante où on entendait le train tout le temps, que ce soit des passagers ou des marchandises. Alors, moi-même, j'ai eu à l'emprunter plusieurs occasions. Mais ceci étant, nous devons tout faire, et le Premier ministre, c'est ma préoccupation, et la priorité que j'attache à faire en sorte que nous puissions régler ce problème avec le groupe Bolloré et avec nos frères donc, du Burkina. Monsieur le Président, devant les chefs du Nzi, vous avez dit, si je ne me trompe pas, je n'ai pas encore pris ma décision concernant l'élection de 2020. J'attends de voir ce que vous déciderez, notamment au niveau de mon parti, le RDP, qui est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Est-ce un moyen, Monsieur le Président, pour vous de faire la pression sur votre parti afin qu'il vous désigne comme son candidat
pour 2020. Et si vous n'êtes pas désigné comme candidat de votre parti, est-ce que vous allez vous retirer? Me retirer de quoi? Terminez votre question parce qu'elle n'est pas précise, votre question. Si votre parti ne vous désigne pas oui. comme son candidat pour la présidentielle, oui. Est-ce que vous allez vous retirer de la politique? À me retirer de la politique? Monsieur le Président. Mais il y a des gens qui ont 10 ans de plus que moi qui continuent. Vous savez, ces décisions, on ne les prend pas seuls. Tout dépend, bien sûr, de mon parti. Mais nous avons également la responsabilité de laisser notre pays en paix et dans la stabilité et toujours sur la voie du développement. Donc, dans mon appréciation personnelle, je dois me décider de savoir si mes objectifs de stabilité pour mon pays, de sécurité pour mes concitoyens, donc de développement pour l'avenir, peuvent se faire avec l'équipe que je souhaite éventuellement laisser ou proposer à mon parti. Mais ce sera un choix démocratique, ce ne sera pas le choix d'Alassane Ouattara. Ce sera un choix démocratique et nous aurons, selon les différentes instances de mon parti, avoir un vrai débat sur quelle est la meilleure manière de poursuivre l'œuvre que nous avons entamée. Quoi que disent les gens, les statistiques sont là. Quand même, je le disais à l'occasion du meeting aujourd'hui, que ce soit l'eau potable, que ce soit l'électricité, les salles de classe, les dispensaires, les tables-bancs, les universités. Mais en 8 ans, nous avons fait plus que les 50 premières années de l'indépendance. Je suis désolé de le dire. Et je demande d'ailleurs au Premier ministre de faire connaître ces statistiques à la presse, au ministre de la Communication. Ce serait bon que vous alimentez la presse avec des statistiques, que les gens voient que ce que nous disons, c'est basé sur des chiffres. Voir combien, en 2011, combien il y avait donc d'approvisionnement en eau potable, combien il y avait de villages qui étaient électrifiés, combien de salles de classe nous avions, combien de tables-bancs nous avions, combien de dispensaires nous avions, de centres de santé, combien de CHR, combien de CHU, combien d'universités, et les comparer à la période de 1960 à 2010. Et je signale que le plus gros des investissements de cette période a été fait de 1960 à 1990. Alors donc, je donne des statistiques tout simplement. Alors à partir de là, écoutez, nous avons une responsabilité, nous avons une équipe qui fait du très bon travail, mais nous aurons le débat nécessaire. Mais je dis encore et je persiste qu'à un certain moment, il faut penser à transférer le pouvoir à une autre génération. Je le pense très sincèrement. Et que nous sommes aujourd'hui dans un monde où la plupart des chefs d'État ont entre 40, 50, 60 ans. Alors tous ceux qui ont plus de 75 ans ou 80 ans doivent se dire que peut-être il est temps que nous puissions aller nous reposer. Mais si mon parti me dit « Ah non, président, vous continuez », mais j'apprécierais. Concernant les jeunes, vous aviez parlé du guichet emploi. Moi, je veux savoir, parce que je suis fille de la région, je veux savoir quelle stratégie a été mise en place. Certes, on sait que le guichet emploi vise 500 000 emplois, opportunités, disons, emploi, financement de projets. Et on sait aussi ici que la jeunesse est en proie à l'orpaillage clandestin. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu pour occuper les jeunes et encore mettre fin à l'orpaillage clandestin? Le ministre des Mines me disait tout le travail qu'il a fait depuis plusieurs années, qui a été accéléré. D'ailleurs, la coloration de l'eau, tous ces problèmes sont dus à l'orpaillage clandestin. Malheureusement, il y a beaucoup de complicité dans cette affaire. Je ne voudrais pas dévoiler un groupe ou indexer un groupe, mais quand même, je lance un appel à tous nos concitoyens, aussi bien du public privé, d'aider le gouvernement, parce que nous faisons notre part. Maintenant, les choses doivent avoir le concours de nos concitoyens de tous les secteurs pour que nous puissions aller de l'avant. Mais le ministre de l'Hydraulique, à l'occasion du Conseil des ministres, nous a dit qu'il avait toute une série de projets pour que non seulement l'eau soit décolorée, mais qu'elle soit potable. Bon, donc, il y a, bien sûr, nous avons nous-mêmes prévu une réunion dans les jours qui viennent
du Conseil national de sécurité pour que on considère que l'orpaillage est un problème sécuritaire aussi, que le ministre des Mines et les ministres qui sont concernés puissent nous faire le bilan de ce qui a été fait ces 2 ou 3 dernières années, plus ce que nous envisageons de faire et les mesures qui sont nécessaires. Et nous voulons nous inspirer également des exemples, par exemple d'un pays comme le Mali, qui apparemment a beaucoup fait dans ce domaine pour essayer de contrer l'orpaillage clandestin. Mais j'ai donné des instructions très fermes, que quand nous avons sur ces sites des personnes qui sont prises et qui sont en situation irrégulière au plan donc de l'identité ou de la nationalité, nous les expulsons, même si ce sont des personnes des pays voisins. Parce que je considère que ceci n'est pas acceptable, qu'on ne peut pas donc avoir créé des problèmes environnementaux, des problèmes de sécurité, et être entré frauduleusement en Côte d'Ivoire, non seulement de pays africains, mais également de pays extérieurs à l'Afrique que je ne nommerai pas. Donc j'ai donné des instructions très fermes. Le Conseil national de sécurité va rendre tout cela public, et également à Ouagadougou, à l'occasion du sommet que nous avons tenu sur la sécurité régionale, nous avons pris des mesures très importantes pour l'identification, pour le suivi des personnes, pour la biométrie et pour donc le refoulement de toute personne qui serait en situation irrégulière pour des raisons sécuritaires, ce qui concerne chacun des pays de la sous-région. Donc nous sommes tout à fait à l'aise de parler de ces problèmes. Vous savez, les problèmes, tout le monde peut en parler, mais le plus important, c'est de les résoudre. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Excellence, au moment où vous attaquez la région du Nzi, il y avait une autre attaque à Guiglo, celle de la brigade de gendarmerie. Avant-hier, il y avait aussi une découverte d'armes et de munitions à Nguessanko. Nguessanko, c'est dans la sous-préfecture de Bodokro, dans le département de Béomi. Et cette découverte a conduit à l'interpellation hier à 21h du président du conseil régional de la région de Baké, M. Mangwa Jacques. Sont des indicateurs qui vous incitent à rappeler à chaque fois que les élections présidentielles de 2020 se dérouleront dans la quiétude, la transparence et la paix. Oui, je n'ai aucun doute sur cela, que les choses se passeront de manière apaisée. Il n'y a pas de raison. Il y a des attaques dans tous les pays à certains moments. Je peux vous dire que pour Guiglo, nous avons déjà repéré un certain nombre de personnes qui seront donc remis à la justice grâce aux investissements que nous avons faits au niveau des traces technologiques. Maintenant, si quelqu'un s'attaque à un commissariat ou à une caserne de gendarmerie ou autre, c'est des terroristes. Et donc, nous traiterons cela conformément donc, aux lois internationales. Et nous sommes confiants que nous allons éradiquer tous ces terroristes qui veulent s'attaquer à la tranquillité des Ivoiriens. Pour le président du conseil régional du Baké, effectivement, j'ai appris que des armes et autres avaient été retrouvées chez lui, mais ça, c'est une affaire qui est entre les mains de la justice. Je ne souhaite pas faire de commentaires là-dessus. Voilà, mesdames, messieurs, je voudrais vous remercier d'être avec nous pendant 4 jours pour ce magnifique séjour, une belle visite d'État. Et je remercie le vice-président, le premier ministre, tous les présidents d'institutions, les membres du gouvernement. Comme vous le savez, le vice-président était donc à New York, aux assemblées générales des Nations Unies. Et c'est hier seulement qu'il est rentré. Et je suis content qu'il ait fait le déplacement aujourd'hui pour être avec nous. Et je voudrais remercier tous les membres du gouvernement et toute la presse, vous tous qui avez été avec nous tous les jours. Et vous avez noté que l'état de la route, des routes n'est pas, c'est pas reluisant, mais c'est des choses auxquelles nous allons nous attaquer, nous sommes confiants. J'ai dit que j'allais relier toutes les capitales régionales d'abord par le bitume, et ensuite ce seront toutes les capitales départementales. Donc dans les îles, les uns et les autres n'ont pas à se faire de soucis. Tout ce que nous n'avons pas pu faire ces temps-ci, nous entreprenons de le faire et nous continuerons dans la période 2021-2025 pour que ce programme soit bouclé. Comme d'ailleurs pour l'eau potable, l'électricité et autres, nous serons à 100% d'approvisionnement
de nos concitoyens en 2025. Donc je suis très fier de notre bilan et par conséquent j'attends impatiemment la campagne électorale pour pouvoir dérouler notre bilan. Merci beaucoup.